Le cheval plaît beaucoup, c'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. S'il y a bien un cavalier dont le nom résonne en ce moment sur la planète du saut d'obstacles, c'est bien celui-ci. Victor Bettendorf est devenu depuis ce début d'année le premier cavalier de l'histoire du saut d'obstacles au Luxembourg à se hisser aussi haut dans le classement mondial longines. Outre ses bons résultats, ses victoires, et pour ne pas la citer celle dans le Grand Prix 5 étoiles du Saut Hermès en mars dernier, c'est tout un système et une personnalité bien particulière que nous souhaitions mieux comprendre à travers cette interview. C'est donc à l'occasion de la dernière édition du Printemps des sports équestres à Fontainebleau que nous avons rencontré celui qui s'était hissé jusqu'à la 37e place de la ranking list mondiale et qui pointe désormais à la 28e place mondiale. Alors, comment Victor Bettendorf est devenu le premier cavalier luxembourgeois à toucher le sport de très haut niveau ? Dans cet échange, Victor revient avec nous sur son histoire et sur son parcours. Du gamin qui ne voulait pas vraiment monter à cheval à la gestion d'une écurie de propriétaire, jusqu'à atteindre son rêve du sport de haut niveau. Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas évoquer son système, une écurie de chevaux entièrement déferrés qui vivent dehors toute l'année. Un fonctionnement aussi disruptif qu'il semble efficace. J'espère sincèrement que cette interview vous plaira. Et puis on se répète forcément, mais n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il soit le plus visible possible. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Le partenaire de cet épisode est le bureau d'architecture d'intérieur parisien Atelier Compostelle. Sa fondatrice et aujourd'hui directrice de création, Amandine Marotto, a choisi cet épisode en, une demi-seconde. Des chevaux à l'architecture d'intérieur, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un pays, le Luxembourg. C'est là que l'atelier Compostelle a son second bureau et conçoit, tout comme à Paris, des intérieurs de prestige. Spécialisés dans la rénovation totale et l'aménagement de projets architecturaux d'envergure, les architectes d'intérieur de l'atelier forment une équipe au féminin partageant l'ambition de changer le monde, d'y glisser de la beauté, celle qui nous arrête dans nos hâtes et nos habitudes. Les chefs de projet se définissent d'ailleurs comme les interprètes d'une époque, une époque dans laquelle le quotidien a besoin d'être réenchanté. Elles distillent leur expertise entre appartements parisiens et villas bretonnes, bureaux d'entreprises prestigieuses ou maisons bruxelloises. Une expertise globale pour livrer à leurs clients une expérience sur mesure. Chaque projet est conçu comme un prototype matérialisant une expérience unique et une identité spécifique. Côté design, Amandine a créé avec la complicité de l'expert français de la couleur, Jean-Gabriel Causse, une collection de peintures pour l'éditeur Perrault, imaginée à partir d'herbiers des chemins de Compostelle. 10 teintes exclusives conçues comme une respiration pour vos intérieurs qui vient compléter les propositions Compostelle Intérieur Design, aux côtés des carreaux de ciment Cabochon, édités par Beauregard Studio, et de Garance, une collection d'art de la table fabriquée à la main par la potière Claire Royer. Et pour finir, un petit secret encore bien gardé. Le premier projet de l'atelier en Bretagne sera dans la presse déco cet été. La rénovation de la maison Kerlucy ouvre un nouveau chapitre des aventures de l'atelier Compostelle, côté ouest. Pour découvrir le travail de l'atelier Compostelle, rendez-vous sur leur site www.ateliercompostelle.com, les réseaux sociaux @ateliercompostelle sur Instagram, YouTube et @Amandine Marotto sur LinkedIn. Et sinon, spécialement pour vous, chers auditeurs, rendez-vous dans l'un des 2 bureaux de l'atelier autour d'un café pour parler design et sport équestre. Maintenant, côté sport, place à notre interview avec Victor Bettendorf. Bonjour Victor, merci beaucoup d'accepter de faire cet enregistrement avec nous en marge de cette semaine de compétition au Printemps des sports équestres. On est donc en avril 2023, on est ici à Fontainebleau, vous participez au CSI 4 étoiles qui se tient en parallèle des championnats de France Pro.
En ce moment, Victor, vous occupez donc la 27e place mondiale. Vous avez eu ces derniers mois une ascension fulgurante dans la ranking, de nombreuses très belles perfs, à commencer peut-être par votre victoire il y a quelques semaines dans le Grand Prix du Saut Hermès à Paris. Si je ne me trompe pas, c'était votre première victoire dans un Grand Prix 5 étoiles. Vous avez plutôt bien choisi votre concours, d'ailleurs. C'était pas mal de faire ça au Saut Hermès. Victor, vous êtes donc luxembourgeois, installé en Normandie depuis quelques années avec votre compagne, Adeline Eckart. Vous avez grandi dans une écurie pour accompagner votre papa, qui était lui-même cavalier, qui a évolué jusqu'à l'équivalent du niveau Pro 1, 1m45, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va essayer donc de décortiquer ensemble votre trajectoire personnelle et sportive, mais aussi votre système actuel, qui est très moderne, voire encore un peu en marge, disruptif, par rapport à ce qui se fait encore dans la sphère du saut d'obstacle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter votre histoire, votre enfance, jusqu'à vos premières années à cheval et en compétition ? Ça commence il y a très longtemps parce que je suis né dans une famille qui est passionnée de chevaux. Mon père, il a construit une écurie au Luxembourg avec mon grand-père il doit avoir une 50aine d'années. Je pense qu'il était... En terminale à l'école, c'était même avant d'aller à l'université, il avait déjà des chevaux avec mon grand-père. Enfin, c'est là où il a commencé à construire ses écuries. Parce que, si je ne me trompe pas, quand il était très jeune, il avait 2 chevaux qu'ils avaient achetés, qu'ils avaient gardés dans une cabane de jardin, plus ou moins. Il n'y avait pas de carrière, il n'y avait pas de manège, donc ils avaient les chevaux dans le jardin, plus ou moins. Et ils partaient en balade, ils montaient dehors, etc. Et puis... quand il était en phase terminale de l'école, ils ont construit une écurie, eux-mêmes, brique par brique. Donc c'était vraiment une écurie un peu rustique et c'est là où j'ai grandi. Ma mère, elle était passionnée de chevaux aussi. Elle a fait des concours jusqu'à 1m35, 1m40. Et en parallèle, elle avait un petit poney club où elle faisait monter les enfants, elle donnait des cours. Donc j'ai grandi là-dedans. Moi, c'est vrai, au début, les chevaux, j'aimais pas trop. Moi, j'aimais bien les écuries. J'avais une petite moto, donc à la maison, dans les prés, je m'amusais avec des copains de rouler en moto, mais les chevaux, c'était pas ma grande passion. J'ai jamais monté dans le centre équestre de ma mère parce que j'aimais pas. Ils voulaient me faire monter. Et il y a une anecdote assez drôle. La première fois où j'étais censé galoper un cheval, j'avais un peu peur. Je ne me sentais pas à l'aise. Et au moment où le poney partait au galop, je m'accrochais au pare-bottes et je laissais partir le poney tout seul. Donc c'est vrai que je n'étais pas le plus courageux. Et je pense que vraiment la passion et l'amour pour les chevaux, c'est venu beaucoup plus tard. Vous êtes arrivé là sur le circuit du haut niveau assez... rapidement, et c'est ce qu'on disait un peu de manière fulgurante. On vous a vu débarquer quand même là il y a plusieurs mois et vraiment remporter beaucoup d'épreuves et puis grimper dans la ranking list. On vous connaît pas trop quand même. Je trouve que vous êtes assez discret. En tout cas, c'est mon impression. Moi, j'aime bien rester en dessous des radars. Moi, j'aime pas trop me mettre en avant parce que j'aime bien avoir toujours un peu la position d'outsider et pas. Moi, j'aime pas trop me mettre en avant. Ça, c'est vrai. C'est un peu mon caractère aussi. Justement, comment est-ce que vous pourriez vous décrire ? Quels sont vos traits de caractère principaux ? Comment est-ce que, par exemple, Adeline pourrait parler de vous ? Qu'est-ce qu'elle dirait de vous ? Elle dit toujours que je suis un vrai luxembourgeois parce que je suis très réservé. Et Adeline, c'est tout le contraire. Elle, c'est une personne qui parle à tout le monde, qui va vers tout le monde. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui observe et qui est plus discret. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne assez bien. Je pense que la base de mon équitation, c'est quand même mon père. Il admirait beaucoup l'équitation américaine. Nous, on n'avait jamais le droit de monter vite. Il était très, très exigeant sur la position. Il fallait qu'on fasse des beaux tours, bien faire sauter les chevaux. Et en fait, dès qu'on essayait de gagner une épreuve, je ne veux pas dire qu'il était fâché, mais ça ne l'intéressait pas. Lui vraiment, la base, c'était de bien monter à cheval. Et si on avait réussi de faire un sans faute dans une mètre 10, il disait ok, on va faire 1m15 et puis on va rester à 1m15 jusqu'à ce que ce soit bien et en fait on montait comme ça. Et en fait moi je gagnais jamais d'épreuve. C'était vraiment plus le fait de bien monter. Pour lui c'était très important que ce soit beau et bien fait plus que de gagner des épreuves.
Alors, donc, il y a eu votre papa. Ensuite, vous êtes parti en Allemagne jusqu'à arriver aujourd'hui au Haras de la Roque. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Quelles ont été les grandes étapes qui vous ont mené jusqu'ici aujourd'hui ? Je pense que vraiment la première grande étape où j'ai vraiment aimé monter à cheval, c'est quand mon père il a acheté un poney qui s'appelait Idéfix du Villon. Je crois que j'avais 14 ou 15 ans. Et ça, c'était un poney, je cherche encore le même cheval aujourd'hui parce que c'était un poney extraordinaire. Il était impossible de le sauter à la maison. Il était, je ne vais pas dire immontable, mais dès qu'il voyait une barre, il fonçait, c'était horrible. Donc en fait, moi, j'adorais le concours. J'aimais bien aller en concours. Par contre, monter à la maison, c'était pas trop mon truc. Je préférais faire autre chose. Je jouais beaucoup au basket à l'époque, donc les chevaux, c'était un peu... J'aimais bien la compétition, mais par contre, tout ce qu'il y avait à la maison, ça m'intéressait pas trop. Et heureusement qu'il était très bon parce qu'il m'a quand même permis de faire 2 championnats d'Europe. J'étais en finale à Rome. L'année d'après à Saumur, j'avais un peu loupé, mais bon, c'était à cause de moi parce que le poney était extraordinaire. Et puis après, l'année des poneys, j'ai fait une année de junior, mais c'était une jument de l'élevage qui était très bonne, mais c'était pas la même qualité que le poney. Donc à l'époque, je jouais beaucoup au basket. J'ai commencé à jouer au golf, j'adorais le golf. Donc en fait, les chevaux, c'était un peu... Je le faisais, mais c'était un peu en marge. J'avais toujours 1 ou 2 chevaux à monter, mais c'était pas le truc principal. En parallèle, j'allais toujours à gauche et à droite chez des propriétaires monter des chevaux parce que les gens aimaient bien me confier des chevaux, donc je gagnais un peu d'argent à côté. Et ça, c'était plus parce que je voulais un peu gagner de l'argent à côté que d'avoir vraiment du plaisir à le faire. Et je pense que la deuxième étape, c'était quand j'ai eu Sorbier Blanc. C'est un ongre qui était extraordinaire parce qu'à l'époque, je montais quand même pas assez bien. Il m'a permis de faire des épreuves que normalement, je n'aurais pas été capable si j'avais un cheval, entre guillemets, un peu plus normal. J'ai fait les championnats d'Europe à Aix-la-Chapelle. On a gagné la première Coupe des Nations pour le Luxembourg en 2014. Et c'est vraiment à partir de ce cheval-là où j'ai décidé d'arrêter les études, de tout arrêter et de me consacrer que à l'équitation. Sans ce cheval-là, aujourd'hui, je ne serais pas cavalier professionnel. Mon père, il me dit toujours, dans 10 ans, tu pourras dire que tu es devenu cavalier professionnel grâce à ce cheval ou malgré ce cheval. C'est un sujet qui est revenu plein de fois avec des invités. En fait, dans la carrière d'un cavalier, il faut un bon cheval. Il y a toujours un bon cheval qui vient faire l'élément déclencheur. Alors, c'est peut-être pas universel, mais on a quand même le sentiment que le dénominateur commun entre tous les cavaliers qui ont réussi à accéder au niveau et qui y restent, en général, il y a toujours une histoire avec un cheval derrière. Mais je pense, parce que c'est quand même un sport assez compliqué si on compare au tennis ou au golf ou à n'importe quoi. Il y a une raquette ou un club, une balle. Donc il n'y a que la personne qui manie la raquette qui peut être bon ou moins bon. Et dans les chevaux, c'est vrai qu'il faut avoir de la chance au bon moment d'avoir un cheval qui nous permet je ne vais pas dire de faire un coup d'éclat, mais d'accéder une fois dans un niveau supérieur et puis pouvoir espérer y rester. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de beaucoup de cavaliers, surtout en France, mais qui n'ont peut-être pas la chance ou la structure et pas les chevaux pour pouvoir faire plus. Il faut vraiment... il faut pouvoir bien former les jeunes chevaux, attendre, être patient pour avoir un jour un bon cheval pour y accéder. Et c'est une chose d'y accéder, mais d'y rester pendant une longue période, ça c'est encore autre chose. Et donc après ce cheval-là, alors, donc là il y a eu un déclic, vous avez décidé d'en faire votre métier à ce moment-là. Ouais, ça c'était assez drôle aussi parce que avec mon père, je m'entends très bien avec mon père, je l'adore, mais de travailler ensemble. À l'époque, je faisais beaucoup la fête, j'avais des amis, donc je sortais en boîte de nuit, se lever le matin pour aller faire les box et tout, c'était un peu... Moins la partie de plaisir. Voilà, je le faisais, mais de temps en temps, je loupais un réveil, donc il se fâchait un peu. C'était pas ma période la plus sérieuse, mais bon, c'est des super souvenirs. Peut-être un peu moins pour mon père, c'est parce qu'il a dû avoir quelques cheveux gris en plus, mais à la fin, ça se passait assez bien. Et j'avais économisé un peu d'argent et j'ai eu une proposition d'un propriétaire d'écurie en Allemagne qui me disait que je pouvais venir chez lui, de louer une vingtaine de box et de mettre à mon compte. Et je crois que j'avais économisé 25 000 €, je pensais que c'était une fortune. Donc j'ai dit à mon père,
je prends les chevaux et je me mets à mon compte. Et il m'a dit, oui, c'est une très bonne idée. Mais je ne paie rien, tu te débrouilles. Je dis, oui, il n'y a aucun problème. Et comme c'était logique, au bout de 6 mois, j'étais sur la paille. Et le propriétaire des écuries, à l'époque, il était très sympa, il m'aimait bien. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je me suis mis à mon compte, je crois que c'était en septembre ou en octobre 2015. Et en février, j'ai dû lui dire que je ne pouvais plus payer les écuries. Il n'était pas du tout étonné. Lui non plus. Et il me disait non, mais je veux t'aider, je pense que ça peut le faire. Je te donne gratuitement les box jusqu'à la fin de l'année. Par contre, au 31 décembre, il faut que tu me rembourses les 7-8 mois qui seront passés. Donc ça me donnait quand même un peu du temps de respirer. Et pendant ces 7-8 mois, j'ai essayé de trouver des clients, de les faire venir dans mes écuries, de faire un peu de commerce, de vendre un cheval. Et par coup de chance, je crois que le 22 ou le 23 décembre, j'ai réussi à vendre un cheval. Et du coup, j'étais bien, j'ai rempli les écuries et puis c'était parti. Et du coup, vous avez aussi appris ce que c'était que de travailler des chevaux, de les gérer. Vous disiez juste avant, et je l'avais lu aussi, que vous étiez très vite compétiteur, mais que le travail à la maison, le travail de place, n'était pas forcément ce qui vous passionnait le plus. Et vous pensez que... Est-ce que c'est une option quand on veut faire du haut niveau que d'investir du temps et de l'énergie dans le travail à la maison ? Je pense que c'est une chose que j'ai longtemps négligée parce que quelque part j'ai toujours eu un bon coup d'œil, j'ai toujours réussi avec le feeling de monter sur la qualité des chevaux. Mais par contre, quand ça devenait plus technique, plus haut, je sentais que j'avais du retard sur tous les autres. Et je pense que encore aujourd'hui, je loupe un nombre de parcours, de victoires parce que le dressage n'est pas encore assez au point. Et ça, c'est un truc où j'essaie vraiment beaucoup d'y travailler. Et je suis content d'avoir Michel à la maison qui m'aide tous les jours pour ça, parce que je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé en 2-3 ans maintenant pour évoluer. Donc à ce moment-là, vous êtes en Allemagne, vous réussissez à payer vos 8 mois de retard. J'ai lu quand même dans beaucoup d'interviews que votre objectif, ça a toujours été de faire du haut niveau. Ouais. Ça vous a guidé même pendant ces années, parce qu'après vous y avez passé plusieurs années, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous avez travaillé, vous avez coaché beaucoup. Est-ce que ça c'est quand même toujours resté dans un coin de votre tête en vous disant il faut que j'aille faire du haut niveau ? Moi, je suis un compétiteur. Tous les sports que j'ai faits, c'est con à dire, mais moi, j'aime pas perdre. Enfin, j'essaie toujours de tout faire pour pouvoir gagner, d'être le meilleur. Après, je pense que la plupart des cavaliers le font, mais moi, c'est vraiment... j'aime vraiment pas perdre. Je dois l'admettre, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être extrême, mais j'ai du mal à pas me donner la chance de gagner. Donc, en fait, ce que je faisais pendant 5 ans en Allemagne, c'était vraiment pour toujours espérer quand même un jour d'accéder à un haut niveau, de faire plus. Et c'est une période que j'ai beaucoup aimée parce que on était un groupe sympa aux écuries, on donnait des cours tous les jours, on partait en concours ensemble. Mais à partir d'un certain temps, ça me frustrait un peu parce que j'étais au niveau 2-3 étoiles et encore plus 2 étoiles que 3 étoiles. Et je sentais que si je voulais vraiment arriver un peu plus loin, que là, ce que je faisais, c'était impossible. Donc ça... Le problème, j'étais un peu... pas bloqué, mais je voulais pas laisser tomber les personnes qui étaient chez moi, qui m'ont fait confiance pendant quelques années. Mais je sentais que j'arrivais au bout d'un système si je voulais vraiment accéder à un niveau supérieur. Et là, moi, je dis toujours, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie ou qu'on n'explique pas. Et j'ai rencontré Adeline. Donc ça a vraiment tout changé après. Vous rencontrez donc Adeline et puis vous venez et puis vous adoptez un système qui est assez particulier. Alors on pense, personnellement je pensais que c'était un peu votre système et que vous l'aviez mis en place comme ça, alors qu'en fait vous vous êtes plutôt adapté au système de Michel Eckhardt. Vos chevaux aujourd'hui sont déférés, ils vivent dehors. C'est un système qui est très différent de ce qu'on connaît dans la grande majorité en tout cas du sport aujourd'hui. Comment, quand vous êtes arrivé, comment est-ce que vous avez vu les choses ? Est-ce que ça vous a tout de suite plu ? Quelles questions est-ce que vous vous êtes posées aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce système, ce qui vous apporte à vous et à vos chevaux ?
Pour commencer le début de l'histoire, j'ai rencontré Adeline. Ça, c'est aussi marrant. C'était le dernier concours que j'avais fait avec Monsieur Tac parce qu'il était vendu. C'est ce concours-là où j'ai rencontré Adeline. Donc, encore une fois, il y a quelque part parfois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et moi, je crois au destin, donc c'était prévu comme ça. Et après, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Julien parce que je savais qu'il travaillait beaucoup avec Michel, des vidéos de Michel, d'Adeline, etc. Et c'est vrai que moi qui étais un peu en Allemagne, qui était quand même dans un système un peu rigide et moins ouvert à des nouvelles choses, je trouvais ça un peu étonnant. Okay. Des chevaux déferrés et tout, moi ça me... Au début, je me disais, qu'est-ce qu'il faut, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Et puis je me rappelle que j'ai été à la ROC je crois que c'était fin 2019, ça a dû être en décembre 2019, et j'ai monté des chevaux avec Michel. À l'époque, on n'était pas encore ensemble, donc j'étais soi-disant à la ROC pour essayer des chevaux, mais bon, c'était pour aller, voilà, c'était une excuse, c'était pour aller voir Adeline. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même monté des chevaux. Michel était là, et c'est vrai que j'aimais bien le sentiment des chevaux déferrés. Je trouvais qu'ils étaient tous très faciles à monter, ils étaient très respectueux, beaucoup de sang et facile. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Du coup, Michel, il a dû bien aimer comment je montais, et Adeline a dû un peu pousser son père aussi. Du coup, je suis reparti avec un cheval qui m'a mis au travail quand j'étais encore en Allemagne. Et puis, on a fait la tournée à Villamoura ensemble. On a fait le Sunshine, et on a fait 2 semaines de Villamoura, je pense, et puis 1 semaine de Sunshine, et puis là, il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. Et comme j'avais un peu quand même commencé à penser comprendre le système, je me suis dit, c'est facile, je vais rentrer à la maison, je vais tout déferrer et ça va aller tout seul. Donc je suis rentré à la maison, j'ai déferré les chevaux, et comme il y a eu le Covid, il n'y a plus eu de concours, donc les chevaux, ils ont eu un temps d'adaptation, etc. Et puis avec Adeline, on s'était mis d'accord que j'allais venir en France, et c'était prévu pour que je vienne le 1er janvier 2021. Mais comme le Covid, ça durait quand même plus longtemps que prévu, il n'y avait pas de concours, je me suis dit, ça c'est la chance de la vie que j'ai, d'avoir rencontré la bonne personne, et en plus au bon moment, et en plus le côté sportif quand même, où je voyais ma chance de pouvoir faire quelque chose. Au bout de 6 mois de sortir avec Adeline, j'ai décidé de déménager en France. Aujourd'hui, quand j'y pense, j'étais quand même optimiste, parce que de tout changer pour une personne au bout de 6 mois, c'est quand même... c'était que j'étais très amoureux. Donc aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait, mais c'était quand même risqué. Et j'ai déménagé, je crois, au 1er juin ou au 1er juillet en 2021. Si je me trompe pas, Michel, ça fait quoi, 15 ans 10 ans qu'on ne le voit plus vraiment dans les épreuves à haut niveau. Et avant ça, il avait eu le temps déjà de mettre en place son système avec les chevaux qui vivent dehors, avec les chevaux déferrés. Il était visionnaire, précurseur, c'était très innovant dans le sport, en tout cas à son époque, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et je pense que Michel, c'est quelqu'un qui, à la base, il adore les chevaux. Donc il essaye de tout faire pour mettre les chevaux dans le confort, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents. Parce qu'il dit toujours que on fait quand même quelque chose avec les chevaux qui n'est pas du tout dans leur nature. On les fait sauter des énormes parcours. Donc il dit, tout ce qu'on fait à côté du parcours, il faut que les chevaux soient heureux, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils soient bien dans leur tête. Et je pense que c'est quelque chose qui a sûrement duré longtemps avec Michel aussi, parce qu'il essayait de trouver des nouvelles ferrures, il essayait plein de trucs. Et je pense qu'à la fin, ça c'est mon avis, il a dû se rendre compte d'essayer de remettre les chevaux au plus naturel. Ça leur fait le plus de bien. Et moi, j'ai la chance quand même d'être arrivé à la ROC quand Michel commence, quand il a commencé à finir sa carrière. Donc j'ai quand même eu la chance de récupérer des très bons chevaux. J'avais plus la pression d'être un cavalier qui doit donner les chevaux au patron quand ils sont prêts. Donc je pense que pour ma carrière sportive, je suis arrivé au moment parfait chez Michel pour vraiment profiter à 100% de son expérience, de son savoir-faire, et je pense que ça marche assez bien. Et alors ça fonctionne, ce système de mettre les chevaux en troupeau, des chevaux de haut niveau. Si on reprend un peu l'évolution en fait dans les différentes générations de l'équitation des cavaliers, on a de plus en plus mis les chevaux un peu dans du coton, parce qu'on avait peur de les blesser, parce que c'était des chevaux de valeur, donc on les mettait un peu moins en paddock, on les faisait voyager différemment, etc. Et finalement là c'est un retour en arrière radical.
Ouais, mais ça c'est mon avis, parce que moi, encore une fois, je ne suis pas du tout la personne qui donne des leçons à qui que ce soit. C'est juste que pour nous, dans notre système, ça fonctionne vraiment bien. Il y a sûrement d'autres cavaliers qui mettent des bandes tous les jours, qui veulent pas mettre les chevaux près, qui les préservent, et ça marche bien aussi. C'est un autre système. C'est juste que pour nous, moi je suis vraiment heureux parce que j'ai l'impression d'avoir des chevaux contents, en bonne santé mentale, qui ont envie de bien faire. Et je pense qu'aussi, pour la question de bien-être animal aujourd'hui, il y a quand même des discussions et des problèmes. Et je pense que si on part dans ce système-là, ce sera plus facile de défendre notre sport par rapport aux critiques que si les chevaux ils vivent dans une cage pendant 23 heures et qu'ils sortent juste 1 heure par jour. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a mis du temps avec Michel, parce que sûrement Michel, il n'a pas toujours été comme ça. C'est quelque chose qui a évolué, qu'il a mis en place, et pour l'instant, ça fonctionne bien. Peut-être que dans 15 ans, on va dire, mais c'était pas bien. Mais je pense que pour nous, c'est la meilleure des solutions pour les chevaux qu'on a en ce moment. Est-ce que vous trouvez que le sport et l'écosystème en fait, des sports équestres évoluent assez vite dans ce retour en arrière finalement, et surtout retour vers le naturel du cheval? J'imagine que vous vous déplacez souvent, vous voyez aussi les écuries des cavaliers avec qui vous travaillez, enfin vous montez sur des concours, vous connaissez leur installation, leur fonctionnement. Est-ce que vous observez aussi un changement, vous, ces derniers mois, dernières années, et comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer? Moi, j'espère surtout que ça va évoluer dans le bon sens, que dans 10 ans ou dans 20 ans, on sera toujours encore capable de faire du sport avec les chevaux. Moi j'ai l'impression, déjà de base, moi je suis convaincu que tous les cavaliers de haut niveau, ils font ce métier parce qu'ils sont amoureux des chevaux, ils adorent ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parfois, on a l'impression que les gens pensent qu'on déteste les chevaux et on leur fait faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, et c'est juste par la force et par la violence qu'on y arrive. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quand même un sport où on est en complicité. Si les chevaux ne voulaient pas sauter, ils ne sauteraient pas. C'est quelque chose moi, je ne comprends pas. Donc, je crois que les cavaliers, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a des critiques de l'extérieur. Et je pense qu'il faut qu'on donne une image de notre sport, qu'on est amoureux des chevaux, qu'on aime bien faire ce qu'on fait, et qu'on a une complicité avec chacun d'eux. Et moi, j'ai l'impression quand même des cavaliers comme Peder Fredriksson ou comme Marlon ou Henrik ou Steve Gerda surtout aussi, c'est vraiment des personnes, on voit qu'ils adorent leurs chevaux. C'est les meilleurs cavaliers au monde, ils gagnent tous les grands prix, ils gagnent toutes les médailles, et les chevaux, ils ont l'air contents. Et je pense que ça, c'est vraiment des exemples qu'il faut prendre, parce que c'est des cavaliers qui sont tout le temps dans l'attention de tout le monde parce qu'ils gagnent tout, donc il faut suivre l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les grandes influences sur votre équitation? Vous disiez un peu plus tôt que votre père était passionné par l'équitation américaine et qu'il vous demandait de monter juste avant de monter vite. Et on lisait aussi en septembre dernier un article d'Éric Louradour sur vous, qu'il a rédigé à votre propos, qui s'intitule « L'équitation que j'aime » et dans laquelle il dit que vous avez une équitation qui est très classique, très pure, très simple et très respectueuse de chaque cheval. Alors, quelles ont été les influences en fait, qui vous ont permis de construire cette équitation, comme il le dit, simple, respectueuse, classique? À la base, c'est surtout mon père. On n'avait jamais le droit de mettre des enraînements, c'était toujours des morts simples. Je me rappelle quand on disait « Oh, le cheval, il a fait 4 points, oh, il saute pas bien », mon père disait « Non, mais c'est pas le cheval, c'est toi qui dois mieux monter ». Et en fait, cette exigence envers soi, c'est mon père qui l'a donné à ma sœur, à mon frère, à moi. Parce que je pense que nous, quand on sort de piste, la première chose qu'on se demande, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait de mal parce qu'on a fait 4 points ou parce que le cheval, il a mal sauté. Et c'est mon père qui a toujours dit, il faut d'abord se mettre en question soi-même avant de mettre la faute sur le cheval ou sur quelqu'un d'autre. Il ne faut pas chercher d'excuses, il faut toujours regarder sur ce que le cavalier a fait. Parce qu'un cheval, il fait exactement ce que le cavalier lui demande, et s'il demande mal, il saute moins bien ou il fait 4 points. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu perdu quand je me suis mis à mon compte en Allemagne, parce que j'avais plus vraiment une personne qui m'aidait régulièrement. Donc je partais un peu dans
pas dans un mauvais système, et je mettais peut-être des entraînements plus durs. Je pensais que je devais plus travailler les chevaux et faire de trop. Et en fait, quand je suis arrivé en Normandie, j'ai retrouvé essayer de monter plus simple, plus facile, et de simplifier les choses pour les chevaux. Et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que je retrouve un peu la facilité que mon père a toujours voulu donner à nous pour monter à cheval. Vous parlez donc de votre père, il y a évidemment Michel qui est dans votre sphère aussi actuelle. Dans une interview, vous avez cité une interview qui date de quelques mois, vous parliez un peu des cavaliers avec qui vous montez sur des concours aujourd'hui. Vous avez cité Rodrigo Pessoa, Steve Gerda, Kevin Stott. Alors Steve pour sa discrétion à cheval, Kevin pour son travail, Julien pour son sens du tracé et de la vitesse évidemment. Et vous disiez aussi que Rodrigo était au-dessus du lot, que c'était vraiment un objectif pour vous, en tout cas une inspiration. Est-ce que vous les observez? Est-ce que vous vous inspirez de tous ces cavaliers-là avec qui vous passez tous vos week-ends en concours? Comment est-ce que vous voyez leur fonctionnement? Est-ce que vous prenez un peu à droite à gauche pour vous créer votre propre... En fait, je pense que Rodrigo, à l'époque où il gagnait tout, il était avant son... Enfin, il était... Comment dire? Il était précurseur, parce qu'aujourd'hui... un cavalier comme Rodrigo, il serait normal parce que tout le monde essaye de monter dans l'équitation qu'il avait à l'époque, mais il y a 20 ans, je pense que tout le monde était halluciné par l'équitation qu'il avait, la position à cheval, la facilité de faire sauter tous les chevaux. Et je pense que Rodrigo, c'était une des personnes qui a quand même fait évoluer énormément le sport équestre. Et c'est vrai que j'adore regarder les chevaux à la détente, mais ça fait pas longtemps que je les vois, parce qu'avant je les voyais à la télé, mais j'étais pas forcément au même concours. Donc là, c'est vraiment agréable de voir travailler des gens comme Steve ou comme Kevin sur le plat. Et c'est des cavaliers que j'admire beaucoup. Et puis c'est sûr que j'essaye pas de copier, mais de voir comment ils font et essayer de comprendre pourquoi et de l'inclure dans le travail quotidien. J'avais lu dans une interview que vous disiez que monter esthétique en allant vite, c'est dur. Mais alors, quand on doit aller vite, est-ce qu'il faut vraiment être esthétique? Moi, je trouve. Ouais. Et souvent, moi, ce que j'admire beaucoup, comme Julien, par exemple, il est rapide, mais ça se voit pas. Les chevaux sont jamais dans le rouge. Et parfois, il y a des cavaliers qui s'agitent dans tous les sens, ils poussent, ils tirent. On a l'impression que c'est rapide, mais en fait, c'est beaucoup plus lent. Donc les cavaliers qui ont un sens du tracé comme Julien, qui vont vite sans qu'on le voit, ça c'est un truc que j'adore. On a interviewé Ken Farrington il y a quelques semaines, quand on était à Wellington en début d'année, qui nous disait que lui, il a vraiment appris en observant, qui passait ses journées au bord du paddock à regarder les cavaliers monter, que c'était vraiment une des clés de son succès en tout cas. Et je pense qu'il faut être toujours ouvert à de nouvelles expériences, parce que parfois il y a même des cavaliers peut-être de niveau inférieur, mais quand on va monter, on dit tiens, lui fait quelque chose, c'est vraiment intéressant. Et il ne faut pas se fermer, il ne faut pas croire que si on a eu 2 bons week-ends qu'on est bon cavalier. Je pense qu'il faut se remettre en question après chaque week-end et il faut toujours continuer à apprendre. Et c'est sûr qu'on a des bons cavaliers qu'on peut observer, ça aide beaucoup. Et alors, vous, qu'est-ce que vous aimeriez laisser de votre équitation si les jeunes générations, il y avait les U25 par exemple hier, vous regardent, comment est-ce que vous aimeriez les inspirer en fait? Vers quelle direction vous voulez que votre équitation évolue et qu'est-ce que vous aimeriez laisser aux futures générations? Déjà, je pense qu'il faut adorer ses chevaux pour avoir des bons résultats. Donc parfois, ce qui me rend un peu, pas triste, mais où je suis un peu étonné, c'est quand des enfants, des très jeunes, quand ils sont un peu durs avec les chevaux, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je pense qu'il faut avoir de nouveau une éducation envers les chevaux, que les enfants, ils adorent sortir leurs chevaux, qu'ils aiment bien les monter. Même s'ils font un mauvais parcours, j'aime pas quand ils les arrêtent et ils disent « Oh, le cheval, il est pas bien, ça va pas ». Mais moi, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a un mauvais parcours, on monte mal, on fait 12 points, 16 points. C'est pas la faute du cheval. Enfin, il a un mauvais jour, on sort une longue du parcours, on le caresse et puis on se dit ça va aller mieux demain. Et je pense qu'il faut avoir une exigence envers soi, mais il ne faut pas avoir la même exigence envers les chevaux. Parce que les chevaux, ils essaient de donner pour nous. Et c'est normal qu'il y a des jours où ça va moins bien, mais il faut pas en vouloir aux chevaux. Moi, le plus important, je trouve vraiment, c'est
même pas en tant que cavalier, que les gens disent que je monte bien. Moi, c'est plus vraiment que les gens, ils aiment leurs chevaux, qu'ils aiment concourir et qu'il y a une complicité qui se fait. Et je trouve que c'est ça le plus important. Vous montez actuellement donc sous les couleurs du Luxembourg. C'est une petite nation et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore eu la chance de pouvoir compter sur des coéquipiers suffisamment solides pour pouvoir constituer une équipe en championnat. Est-ce que vous pensez que ce fait-là, le fait de pouvoir monter sous les couleurs du Luxembourg, peut freiner votre évolution ? Est-ce que c'est une contrainte pour vous et pour vos ambitions sportives ? Jusqu'à un certain niveau, c'est pas un problème d'être luxembourgeois. Par contre, là, maintenant, ça commence à être un peu compliqué parce que tous les beaux concours mythiques que j'aimerais faire un jour, il n'y a que des CSIO. Aix-la-Chapelle, c'est un CSIO. La Baule, c'est un CSIO. Calgary, c'est un CSIO. Rome, c'est un CSIO. Donc, en fait, même avec la ranking, je rentre pas. Donc, à chaque fois, je dois demander les organisateurs pour avoir une invitation en tant qu'individuel. Et c'est sûr qu'aujourd'hui... en montant pour une nation avec une équipe, ce serait plus facile parce que je pense que cette année, j'ai quand même 2-3 chevaux très compétiteurs qui seraient capables d'aider même des meilleures nations. Donc j'aurais peut-être plus de chances d'entrer dans des concours. Mais bon, je suis un peu patriote quand même. J'aime bien mon pays. Donc j'espère que mon frère et ma sœur, dans quelques années, ils auront les chevaux aptes à pouvoir faire ce niveau-là. Ce serait bien. Et constituer une équipe 100% Luxembourg et Bettendorf. Bettendorf, ouais. On se doute, alors vous ne l'avez pas encore verbalisé, mais on se doute que les Jeux Olympiques, c'est un objectif en soi. Quand on est compétiteur, quand on fait du haut niveau, quand on aime le sport, je pense qu'on a envie de participer aux Jeux Olympiques. Et justement, comment ça se passe ? Parce que n'ayant pas vraiment accès à ces concours de Coupe des Nations, ou en tout cas à ce format aussi de la Coupe des Nations, n'ayant pas vraiment accès non plus, ou plus difficilement à des championnats, comment est-ce qu'on fait pour construire une carrière, pour construire ses chevaux en vue d'un championnat olympique, alors qu'avant ça, on n'a même pas vraiment accès à ces formats championnats, ou plus difficilement ? Je dirais pas que les Jeux Olympiques, c'est vraiment un objectif pour l'année prochaine, c'est plus un rêve ultime. Je pense que le Graal de chaque cavalier, c'est de faire les Jeux Olympiques un jour. Donc c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas, je fais pas tout cette année pour faire les Jeux Olympiques l'année prochaine. J'essaie de faire une bonne saison. C'est quand même la première fois de ma carrière que je peux un peu choisir les concours que je veux faire cette année. Bon, sauf les CSIO où je vais devoir essayer d'avoir des invitations. Mais tous les autres 5 étoiles avec la ranking que j'ai maintenant, je vais quand même pouvoir faire un planning. Donc je peux prévoir la saison, changer les piquets de chevaux. Donc je pense que si je réussis à faire une bonne saison, la qualification, ça ira peut-être, mais je vais pas me stresser pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Si ça se passe, c'est génial. Et si c'est pas pour l'année prochaine, ce sera peut-être pour dans 4 ans. Et ce serait réaliste pour vous, en venant justement d'une nation qui ne sera pas représentée dans le format par équipe, de se dire, si un jour vous êtes qualifié, que ce soit à Paris ou pour les prochains, de faire une perf, de faire un podium, de faire une finale, un top 10, en étant justement un cavalier individuel, c'est faisable quand même ? Mais le format, je crois, des Jeux Olympiques, il a de toute façon changé. C'est d'abord l'équipe, je crois, où les individuels, ils sautent même pas. Et puis l'individuel, c'est juste une qualif et puis 2 manches de finale. Donc à la fin, je pense que je vais pas faire les Jeux Olympiques, même si je suis qualifié, si j'ai pas le cheval et c'est juste pour faire figuration. J'ai toujours dit des championnats d'Europe, j'en ai fait à Aix-la-Chapelle et à Rotterdam. Et là, c'était plus pour dire que j'étais à Aix-la-Chapelle. Il y a 8 ans, quand j'ai fait Aix-la-Chapelle, je me suis dit que ce sera la seule chance de ta vie de pouvoir être à Aix-la-Chapelle, donc je l'ai fait. Mais il n'y avait aucune chance réaliste de passer le 2e tour. Donc la prochaine fois, si je fais des championnats, c'est vraiment si j'ai une vraie carte à jouer. Je dis pas que je dois être sûr d'être sur le podium, mais je dois vraiment être sûr d'être dans la finale et de pouvoir être dans les 10 meilleurs si j'ai vraiment un super jour avec un cheval en forme, avec moi qui monte bien. Sinon, je le fais pas. On a parlé du système de vos chevaux tout à l'heure et je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur votre système, parlant un peu des propriétaires, comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus. Vous montez beaucoup de chevaux de l'élevage de la Roque et vous pouvez aussi compter sur le soutien de la famille Maigret et donc du Haras de Clarbecq.
Quelle importance est-ce que ça a pour vous de vous entourer de ces propriétaires majeurs? Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez plusieurs propriétaires pour vos chevaux de tête et puis ceux en formation aussi? Comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là? À la base, je crois que les chevaux les plus représentés dans mes piquets, c'est les chevaux de la Roque, comme c'est quand même l'élevage familial d'Adeline. Après, il y a la famille Maigret qui ont quand même investi pour acheter Monsieur Tac, et puis Elena. Là, une jument qui va peut-être revenir en fin d'année. C'était la première jument qu'Élise m'a confiée, donc c'est un peu elle qui a ouvert les portes pour autre chose. Puis j'ai un autre propriétaire qui a acheté Big Star des Forêts. Ouais, après, il y a d'autres propriétaires avec des jeunes chevaux. Il y a un peu tout, donc on essaye de fonctionner avec différents propriétaires, mais quand même d'avoir les meilleurs chevaux possibles. Adeline dit toujours il vaut mieux avoir pas tous les œufs dans le même panier, mais de travailler avec différentes personnes. Comme ça, le jour, si ça se passe mal quelque part, on ne se retrouve pas à la rue et on peut toujours continuer. Après, c'est sûr qu'en ce moment, c'est la famille Maigret qui me soutient énormément. Et puis Alexandrine et Michel, je dirais ça, c'est les principaux propriétaires. Et puis on a d'autres qui ont des chevaux de commerce qu'on essaye de vendre, des chevaux en formation que j'ai à laisser pendant un certain temps, que je garde après en espérant pour les garder pour le haut niveau, ou alors on essaie de les commercialiser. On essaie vraiment d'être le plus, comment dire en français, d'essayer de faire un peu de tout pour pouvoir évoluer à chaque niveau et pas que penser au niveau, parce qu'on sait tous que le haut niveau, un jour on est tout en haut et 2 semaines après on est tout en bas, donc c'est difficile de juste s'appuyer là-dessus. On était il y a quelques semaines avec Simon de l'Estre en enregistrement justement juste avant votre victoire dans le Grand Prix 5 étoiles, et Simon nous disait que lui il était dans une anticipation constante de ce qui arrivait après, c'est-à-dire qu'à Tokyo, en rentrant de Tokyo, Berlux a été vendu, mais donc quand le grand public a trouvé ça dommage, lui était déjà en fait en anticipation et il savait déjà que ce serait de toute façon pas un cheval pour Paris, et aujourd'hui alors que Paris arrive, il est déjà en train de réfléchir aux chevaux d'après. Est-ce que vous êtes vous aussi dans ce format où vous avez les jeunes chevaux, ou est-ce que vous êtes plutôt à réfléchir aux chevaux que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes aussi comme Simon vraiment à réfléchir aux chevaux de demain? Si Simon déjà à la base c'est un très très bon cavalier, mais à côté de ça je pense que c'est encore un meilleur gestionnaire d'écurie, parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est à haut niveau. Il a vendu le cheval des Jeux Olympiques. L'année d'après il en a un autre qui va probablement encore mieux sauter à Paris l'année prochaine. Et c'est quand même un des rares cavaliers de haut niveau qui réussit à faire beaucoup de commerce, à faire le haut niveau et à se renouveler tout le temps. Donc, dans le système, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Mais là, pour l'instant, là, je commence à faire de haut niveau, donc j'aimerais bien faire comme Simon, on a resté dans ce niveau-là pendant 20 ans. Mais lui, il a une grande expérience, il est très malin et très intelligent pour trouver des chevaux. Il se rate rarement quand il achète un cheval. Non, c'est sûr que j'aimerais bien faire la même chose, mais bon, ça, il faudrait peut-être qu'on en parle dans 10 ans, parce que là, déjà, j'aimerais bien continuer où je suis maintenant et de profiter un maximum, parce que d'arriver, de faire un coup d'éclat une fois, je pense que c'est arrivé à beaucoup de cavaliers, mais là, maintenant, pour moi, le plus important, c'est de confirmer week-end après week-end et de rester à ce niveau-là. Et puis, je penserais peut-être à anticiper pour les chevaux dans 4 ans, mais on n'y est pas encore. Vous disiez profiter un maximum, mais c'est aussi une problématique qui se pose quand on commence à accéder au niveau, quel que soit on va dire le niveau, que ce soit par exemple on accède au Pro 1, au Pro 2 ou au Pro Elite ou à mieux. En général, on a un bon cheval. Et alors là, c'est la question, c'est est-ce qu'on vend pour alimenter la suite, ou est-ce qu'on profite? On se crée aussi sa carte de visite, on se crée sa vitrine, on se crée sa légitimité. Comment ça se passe, vous, de votre côté? En tout cas, si vous aviez le choix, comment vous arbitreriez ce choix-là? Si c'était juste moi j'adore acheter les chevaux, mais j'aime pas les vendre.
Non, mais après, il faut pas être naïf. Dans notre sport, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de devoir vendre des chevaux de temps en temps. La preuve, c'est que Mr. Ta, quand il avait 7 ans, je l'ai vendu. J'ai eu la chance de le récupérer après, mais je pense qu'il faut réussir à faire comme Simon, de vendre les chevaux au beau moment, quand ils sont vraiment au top niveau, où on peut vraiment bien gagner sa vie, d'acheter des bons chevaux derrière, faire la même chose. Parce que c'est pas avec un seul cheval qu'on garde pendant 5 ans, qu'on reste au niveau. Si on peut peut-être rester pendant 4-5 ans à un bon niveau, mais quand ce cheval-là il est parti, ben, on n'a pas renouvelé les chevaux derrière, ben, on recommence à zéro. Et je pense qu'il faut éviter de recommencer à zéro. Il faut trouver les bons chevaux, vendre un de temps en temps, en trouver un autre et continuer comme ça. J'ai quand même la chance d'avoir le meilleur élevage en France depuis 10 ans. Donc le réservoir de chevaux derrière, c'est quand même plutôt prometteur. Vous êtes papa. Vous avez, on change radicalement de sujet, hein, mais on va arriver au bout de cette interview et c'est quand même une question que moi j'aime bien poser parce que justement vous venez d'arriver dans le haut niveau, vous profitez de ces moments-là. On sait à quel point ça prend du temps de partir au concours, de faire ce métier. Vous partez souvent le mardi ou mercredi jusqu'au dimanche soir. Vous venez donc d'avoir 2 enfants qui sont encore petits. Vous avez donc votre vie de famille avec Adeline. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre le sport et la sphère privée ? Comment est-ce qu'on agence tout ça pour pas rater non plus des moments de vie qui semblent importants aussi ? Déjà, Adeline et moi, on est inséparables, on est tout le temps ensemble. Moi, j'aime pas partir en concours si Adeline n'est pas là, ça me perturbe. J'aime bien quand Adeline est là parce que c'est quand même la personne qui m'aide à la détente, qui fait les reconnaissances, qui fait les programmes de concours. C'est marrant, les gens pensent tous que c'est moi qui sais tout, c'est moi qui gère, mais en fait, on fait tout ensemble et souvent, c'est Adeline qui décide. Moi, je dis souvent en rigolant, quand il y a un employé à la maison qui demande un truc, je dis je ne sais pas, il faut demander à la patronne. Donc c'est Adeline, c'est vraiment... moi, ce que je fais en piste, c'est ce qu'on voit, mais le travail derrière, Adeline y est je suis là à cause d'elle. Parce que quand je suis arrivé en Normandie, personne ne voulait me mettre des chevaux. C'est Adeline qui démarchait tout le monde pour avoir des chevaux, pour me faire entrer dans des concours. Et sans elle, aujourd'hui, je ferais encore la même chose que je faisais il y a 3-4 ans. Donc, comme elle est toujours là, on essaie de prendre les enfants aussi. L'année passée, Georges, il était quasiment à tous les concours avec nous. Maintenant, on a une femme qui nous aide avec les enfants. Donc, souvent, là, maintenant, nous, on est déjà partis le mardi, mais les enfants, ils arrivent le vendredi. Donc, on profite vraiment de tout. Et depuis que j'ai des enfants, je monte mieux parce que je suis moins stressé. Si j'ai un mauvais parcours, c'est moins grave parce que j'ai les enfants et la famille derrière. Donc ça libère beaucoup la tête et on voit l'important dans la vie. Alors, c'est une question à laquelle je pense maintenant parce que vous parliez de vos enfants, d'être moins stressés, etc. Et on vous voit souvent, vous montez en piste avec un airbag. Vous faites quand même partie des rares cavaliers de haut niveau qui portent l'airbag, quel que soit le niveau de compétition, en Grand Prix, etc. C'est aussi une problématique, je trouve, qui commence à arriver dans le haut niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de s'équiper mieux, d'accepter de se protéger encore mieux et finalement, l'airbag, on ne le porte pas parce qu'on a peur ? Déjà, l'airbag, c'est Aline qui avait insisté que je le mette. Maintenant, si je ne le mets pas, je me sens pas inquiet, mais il y a quelque chose qui manque quand je ne le mets pas. Donc moi je trouve que c'est une question d'habitude. Aujourd'hui les airbags ils sont quand même très légers et faciles à porter. Et si on peut éviter une grosse blessure avec ça... Il y avait pas mal de cavaliers qui nous avaient confié commencer à se préoccuper plus de leur sécurité à partir du moment où ils ont eu leurs enfants aussi. C'est vrai quand j'y pense, avant je montais sans bombe à la maison. Aujourd'hui c'est complètement con. Je montais avec une casquette, mais j'avais pas envie de mettre la bombe. C'est complètement... c'est stupide, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents où on tombe sur la tête, des gens qui se blessent vraiment gravement. Donc là, il y a quelques années, je mets la bombe. Si j'ai pas la bombe, je me mets pas à cheval. Et l'airbag, je crois que c'est la même chose. Ça devient un réflexe. Au début, on n'y pense pas à chaque fois. Au début, quand on descend du cheval, on oublie d'enlever l'accrochage et ça explose. Mais bon, ça arrive 2 fois et puis ça va. Mais je pense que c'est un aspect important. En Formule 1, personne ne dirait aux pilotes de
de rouler sans casque. De ne pas s'attacher. Ou de ne pas s'attacher, exactement. Donc je pense que dans le sport équestre, ça va être la même chose. Même en dressage, ils commencent à mettre des casques maintenant. Donc je crois que ce n'est pas une question qui se pose, ça va venir automatiquement. Parce qu'on en voit quand même de plus en plus en airbag et enfin, moi ça me paraît normal. Vous allez incarner une nouvelle génération de cavaliers, quand même une génération de cavaliers avec des chevaux pieds nus, qui dorment dehors, Vous avez conscience aussi de faire partie de cette nouvelle génération des sports équestres ? Non, pas du tout. Moi c'est comme on a dit au début, moi j'essaie d'être discret, je ne veux pas convaincre qui que ce soit de dire que les chevaux déferrés c'est bien. Nous on essaie vraiment de faire notre truc, notre méthode, et après si on réussit à inspirer des gens parce qu'ils pensent que c'est bien, c'est formidable. Mais moi je veux pas avoir le poids sur les épaules pour dire que nous on est on dit précurseurs ou pas du tout. Moi je pense que c'est quelque chose qui va venir automatiquement et il faut pas que les gens nous copient parce qu'on a des bons résultats, mais j'aimerais plutôt que les gens nous copient parce qu'ils aiment bien les chevaux et ils veulent le bien-être des chevaux. Je pense que c'est ça le plus important. Vous venez donc de rentrer dans le top 30 de la ranking list. On est là à Fontainebleau pour le CSI 4 étoiles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite maintenant, Victor ? Bonne chance. Un petit sans faute demain, ce serait bien. Et puis surtout espérer que cette année, ça continuera comme ça a commencé l'année dernière. Ça, ce serait bien. Merci beaucoup, Victor. Et puis bonne chance pour demain. Merci beaucoup.